petit dernier, Nicolas. Le deal, c'est vaisselle ou piano. On a toujours notre piano. Un dimanche un peu pluvieux à la campagne. L'entrecôte du boucher, choisi sur pied dans les prés d'à côté. Un peu de jus de raisin fermenté, bio. Un verre d'habitude, peut-être deux le week-end. Nous sommes à 100 mètres de chez moi pour une petite vidéo de présentation de la chaîne. Je vous mettrai un petit bêtisier sur la vidéo d'accueil. J'ai bien galéré. Alors, les questions d'aujourd'hui sur la chaîne du Vieux. Bienvenue sur la chaîne du Vieux, je suis le Vieux. On va s'intéresser à la santé, puisque c'est la thématique. Est-ce que la santé, c'est vraiment seulement l'absence de maladie? Êtes-vous en bonne santé? Tout simplement parce que vous n'êtes pas malade? Autant de questions qui peuvent vous sembler naïves, mais qui ne le sont pas. C'est ce que nous allons brièvement investiguer aujourd'hui. Mais avant, donc, je vous adresse mes félicitations si vous êtes arrivés jusque-là. Le mot mort dans la bannière, pas très vendeur, effectivement. Vieux dans l'intitulé de la chaîne. Enfin, l'accroche un peu racoleuse sur la vignette. Vous n'êtes pas en bonne santé. Donc vous avez compris, je vais viser une niche pas forcément politiquement correcte. Celle des personnes qui sont capables tout simplement de se détacher du jeunisme ambiant, puis de simplement assumer le fait qu'elles sont vieilles, tout simplement. Vieilles dans l'état civil. Alors après, être vieux, c'est pas forcément être en mauvaise santé. On est bien d'accord. En 1948, l'OMS a défini la santé comme, je cite, un état complet de bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc effectivement, quand vous lisez ça, vous demandez, mais qui est en bonne santé? Bouddha, peut-être. C'est une définition en fait qui exclut pratiquement tout le monde. Je vous montre un petit peu là, bon il fait pas très beau. Je vous montre un petit peu le panorama derrière moi. Ça, c'est aussi la santé. C'est-à-dire pouvoir faire 100 mètres en partant de chez soi et puis se retrouver dans une ambiance où on va avoir plus de vaches que d'habitants. Alors le bien-être général dans tous ces aspects, ça peut être les aspects physiques, l'alimentation, l'absence de sucre, le fait d'avoir une activité cardio en sport qui vous permet une bonne respiration cellulaire. Alors oui, à ce sujet, j'ai fait une mini brochure que j'ai inséré, j'ai inséré un appel à demande dans la description de la chaîne. Sur simple mail, le mail du vieux à gmail.com, je vous envoie cette petite brochure sans prétention qui contient certaines de mes routines en fait de bonne santé et qui peut, après avis médical, effectivement, puisque je ne suis pas un professionnel de santé, qui peuvent vous permettre d'aspirer à une meilleure santé, un bien-être plus complet. Donc ça balaye effectivement les aspects physiques, mais également psychiques, l'équilibre mental dans un monde anxiogène, le stress quotidien géré, et puis moi j'ai ajouté l'influence du couple et des enfants. Alors après, les aspects spirituels, ça peut être aussi bien le développement personnel, même si je n'aime pas trop ce terme, ça fait un peu marketing. Développement personnel, c'est en fait tout ce que vous allez pendant votre vie, tout ce que vous allez apprendre, ce qui va vous modifier vos perceptions
même par rapport à vous-même, par rapport à l'environnement en fait. On a des gens qui sont figés dans une sorte de carcan. Vous les quittez à 20, vous les retrouvez à 60, ils n'ont pas évolué d'un pouce, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas réfléchi, ils sont allés nulle part, ils ne se sont pas posés de questions. Effectivement, et quand on se retrouve après face au temps qui passe, à la dégradation forcée du corps, de l'esprit, hein, même si on peut la limiter, vous allez forcément vous amoindrir d'une certaine façon. Et puis au bout de la route, effectivement, il y a la mort, hein, il y a la fin. Alors c'est cette fin-là, dans un monde matérialiste, consumériste comme le nôtre, j'imagine bien qu'elle n'est pas facile à appréhender par le commun des mortels. Quand vous avez vécu pour le plaisir, la jouissance à court terme, l'achat de biens matériels, et que vous vous retrouvez devant la perspective du néant, tout simplement, oui, ça peut constituer un sacré écueil. Ça va ternir relativement en fait votre fin de vie. Voilà, donc d'où l'importance, de se nourrir de lectures spirituelles, de philosophes, pourquoi pas d'étudier les religions, ou même, ça va vous paraître paradoxal, mais la physique quantique. Moi j'ai redécouvert relativement récemment la physique quantique. J'étais parti de lecture sur les fins de vie, avec les expériences de mort imminente. Et puis, je fais un petit tour, je vous montre ça. Donc la fin de vie, les expériences de mort imminente. Et puis de là, j'ai voulu en savoir un peu plus. J'ai dérivé sur tout ce qui était paranormal. Alors attention, paranormal, il y a paranormal et paranormal. Hein, vous savez que c'est, vous savez, je vous l'apprends peut-être. C'est étudié assez sérieusement dans certains départements d'universités américaines. Il y a des financements pour ça. C'est étudié apparemment dans certains départements de la défense américaine. Donc on a toutes sortes d'études qui sortent à ce sujet assez confidentiel. En général, les scientifiques n'aiment pas en parler, ça fait un peu tâche dans leur CV. Alors j'avais lu le livre de Rupert Sheldrake, un biologiste, biochimiste, qui est, alors je ne sais plus si c'est Harvard ou une autre fac de ce calibre, qui racontait qu'en fait dans sa fac, dans son université, il y avait des responsables de différents départements, aussi bien la physique, les sciences humaines ou autres, qui se donnaient rendez-vous le soir pour discuter de paranormal, de vie après la mort, etc. En dehors de tout colloque ou autre, ou de toute chose qui aurait pu entacher leur réputation. Donc voilà, donc ces phénomènes existent suffisamment, en tout cas de façon hypothétique, pour qu'ils soient investigués sérieusement, même si souvent les résultats en laboratoire ne sont pas très probants. Alors je développerai à l'occasion sur le sujet. On a par exemple en sciences, si vous voulez, on peut avoir quelque chose de très significatif si c'est sur un très très grand nombre de personnes, alors même que la divergence par rapport à la norme n'est pas importante. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple vous avez 100 000 personnes qui se comportent de façon un peu différente de ce à quoi elles devraient se comporter, c'est significatif. De même que si vous avez quelques personnes mais qui se comportent de façon très différente. Donc en fait souvent quand on commence à regarder ces études en parapsychologie, on se rend compte qu'on a des études
où il y a très peu de divergence par rapport au résultat attendu. Exemple, vous mettez, je sais pas, 10 étudiants lambda devant un petit boulier avec des boules en polystyrène très très légères, et qui vont normalement se répartir aléatoirement après leur course dans 5 ou 6 emplacements. Et vous leur demandez d'essayer d'influer sur le déplacement des boules en polystyrène de façon à ce qu'elles aillent par exemple dans l'emplacement 1. Alors on va faire passer des centaines d'étudiants sur ce test, et puis on va constater que l'emplacement 1, il y a 1, 2 ou 3% de résultats en plus par rapport à ce qui devrait être au hasard. Donc en soi-même c'est pas forcément significatif, mais comme c'est fait sur des milliers de personnes, là ça le devient. Donc voilà un peu le topo. Donc partant de là, ça y est, je me suis perdu là. Alors là c'est un endroit, j'essaye de retrouver un endroit, en fait, là on est à 500 mètres à vol d'oiseau de chez moi, j'essaye de retrouver un endroit qu'on voyait de loin en faisant des balades autour. Et c'est un petit éperon rocheux. Là, c'est la végétation un peu poussée. C'est un petit éperon rocheux qui est très sympa. Alors, je pense que ça doit être par là. Je vais quand même tenter le coup. Donc oui, ces petites divergences, mais qui sont significatives avec le nombre, donnent à penser qu'il y a quand même, qu'il se passe quelque chose. Alors moi, je suis parti du paranormal. Alors là, je dois être sur la crête. Je suis parti du paranormal. Et puis je me suis dit, bon, il y a quand même l'air d'avoir quelque chose. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? D'accord? Un paranormal, c'est théoriquement en dehors de la physique. Alors la physique qu'on connaît habituellement, c'est la physique de Newton. Hein. C'est une physique qui a 300 ans. C'est celle qui s'adapte parfaitement à notre monde de tous les jours, ni microscopique, qui est le monde de la physique quantique, ni macroscopique, qui va plutôt être celui de l'univers, la relativité d'Einstein. Donc pour notre monde, à nous, humains, la physique de Newton est parfaite. Sauf que ça fait plus de 100 ans qu'on a effectivement découvert une autre physique, hein, la physique quantique. Et quand vous creusez un petit peu dans cette physique, vous obtenez, vous découvrez certaines choses. Alors c'était d'abord au niveau théorique quand ça a été conceptualisé, et puis quand ça a été développé plus tard, alors il a fallu que le matériel fasse des progrès au niveau technique. Mais on a des choses qui ont été confirmées au niveau expérimental dans les années, très tardivement, hein, dans les années 80. Si vous regardez par exemple, on a des expériences d'Alain Aspect dans les années 80 parce que le matériel avait évolué et pouvait permettre de vérifier certaines hypothèses de la physique quantique. Alors en physique quantique, pour vous le faire court, on se rend compte que des particules isolées, puisque les effets quantiques, bon il y a une formule complexe, les effets quantiques en fait vont être inversement proportionnels à la quantité de matière. C'est-à-dire que si vous rassemblez une grande quantité de matière, vous allez avoir des effets quantiques faibles. Et par contre, à l'échelle d'une particule, ces effets quantiques jouent totalement. Alors qu'est-ce que sont ces effets quantiques? Par exemple, on a vu dans certaines expériences, on a mis en évidence, hein, que l'information semblait remonter le temps. Il n'y a pas de flèche du temps au niveau quantique. Un exemple, vous avez une particule unique qui est lancée d'un émetteur, et selon le fait qu'on va intercepter, enfin qu'on va placer un récepteur pour cette particule ou pas, mais après qu'elle soit partie, vous allez avoir des résultats différents. Des résultats différents sur l'émission de la particule. Donc ça c'est quelque chose d'assez hallucinant et de difficile à concevoir pour nous. Alors pourquoi c'était difficile techniquement? Parce qu'il fallait pouvoir lancer une particule d'un canon, je sais pas, un canon à photons, un canon à électrons, quelque chose qui va lancer une particule par une particule. Il fallait attendre qu'elle soit partie, et puis entre le moment où elle part et avant qu'elle atteigne une cible, il fallait interposer ou pas une cible. Donc c'est-à-dire il fallait que l'interposition de la cible soit postérieure à l'émission de la particule. Et quand c'est comme ça, on se rend compte,
par une expérience physique, hein, on se rend compte que selon qu'on a interposé ou pas un écran après que la particule soit partie, cela modifie le départ de la particule. Alors nous, dans notre compréhension des choses, où on est conditionné par une flèche du temps, parce que forcément les causes doivent doivent précéder les effets, ça nous paraît complètement incompréhensible, mais ça c'est le monde de la quantique. Une autre expérience, c'est que par exemple, si deux particules ont été appariées d'une façon ou d'une autre, vous allez les séparer par des distances incommensurables. Oh, ça a beaucoup repoussé ici. Je pense que je vais passer par en dessous. Je vous montre un petit peu où je suis. Ouais, alors, ouais. Là, à peu près au milieu nulle part en fait, en gros. Hein. Et donc en fait, ces particules qui auront été appariées, même si elles sont séparées après par des distances incommensurables, on va se rendre compte que si vous faites varier une de ces particules ou si vous avez un effet sur elle, l'autre, de façon instantanée, hein, c'est-à-dire de façon plus rapide que la lumière, l'autre va adopter le même comportement. Donc on a une non-séparation au niveau flèche temporelle et on a une non-séparation au niveau de la localisation spatiale. Et effectivement, on a montré que ça se faisait à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui est théoriquement impossible, matériellement impossible, et ça se fait instantanément. Donc voilà, donc c'est là où c'est assez paradoxal, parce qu'on se rend compte que la physique va valider et rejoindre beaucoup de choses qui sont pas du tout entre guillemets dans l'air du temps, hein. Tout ce qui est religion, vie après la mort, etc. Ça fait penser à des marottes un peu... j'ai remonté là. Ça fait penser à des marottes pour illuminer, mais c'est des domaines très sérieux. Et enfin, d'après ce que j'ai pu en voir, il y a une validation par la vraie physique, la physique moderne, c'est-à-dire la physique quantique. Alors effectivement, ces phénomènes se passent à l'échelle de particules isolées et sont théoriquement très improbables à l'échelle de grands amas de particules, hein, c'est-à-dire vous par exemple. Autant une particule peut se téléporter ou acquérir des niveaux d'énergie qui ne sont pas les siens. On peut voir un emprunt d'énergie, une particule va tout à coup emprunter de l'énergie, on ne sait pas d'où. Autant sur un être humain, sur une personne, une chose, quelque chose qui comporte des centaines de milliards d'atomes de particules, on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, hein, la physique moderne, la science ne définit pas vraiment ce que c'est que la matière. Est-ce que c'est de l'onde? Est-ce que c'est du corpuscule? Est-ce que c'est de l'information? Quand on creuse un peu les questions fondamentales, hein, qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que la matière? De quoi est composé l'univers? On se rend compte que sur ces questions-là, quand c'est réellement important, on sait rien. Exemple, 90% de la matière de l'univers, d'après les calculs, sera inconnue, on ne sait pas ce que c'est. Les rapports entre le cerveau et l'esprit. Alors ça, c'est assez étonnant. Il y a un très bon livre de Walter Penfield qui a investigué ça. Alors lui, c'est un des fondateurs de la neurobiologie, je crois. Enfin bon, il faudrait que je regarde mes sources. Lui, c'est quelqu'un, c'était vraiment la science dure, hein, c'est quelqu'un qui... neurophysiologie, oui, c'est quelqu'un qui a fait des vivisections. Il mettait le cerveau, en fait, il endormait partiellement certaines zones. Non, je dis des bêtises. Non, le cerveau n'est pas sensible en fait à la douleur ou autre. Donc en fait, il prenait des patients atteints d'épilepsie et lui, ce qu'il voulait faire, c'était des résections de la zone atteinte pour les guérir. Donc pour trouver la zone atteinte, en fait, il stimulait le cerveau des patients hein, qui avaient été mis à nu. Il stimulait le cerveau des patients avec des électrodes pour déterminer en fait les zones qui correspondaient à celles qu'il fallait couper. Et en faisant ça, pendant, je crois qu'il a fait ça pendant une dizaine d'années,
Il a publié un très bon petit livre, alors c'est des presses universitaires, je me demande si c'est pas Princeton. Très intéressant le petit livre, pas traduit en français, bon bah je l'ai acheté en anglais quand même. C'est assez basique. Alors l'histoire de ce petit livre, c'est que au départ il voulait en faire vraiment un ouvrage universitaire, à l'intention des spécialistes. Et puis il l'a soumis à un de ses camarades de faculté, un ponte dans son domaine, et qui lui a dit non mais il faut que tu le réécrives absolument, il faut que tu le destines aux gens, au grand public. Donc il a réécrit, il en a fait un petit ouvrage de 100-120 pages, avec un anglais quand même assez accessible, et c'est le livre que j'ai acheté. Bon, je vous en ferai peut-être une petite recension à l'occasion, ça vaut vraiment la peine. Donc lui qui est présenté comme un pionnier du matérialisme, des sciences dures, de la neurophysiologie, dit basiquement dans son livre je n'ai pas trouvé l'esprit dans le cerveau. Donc ça fait quand même réfléchir. Ça c'était dans les débuts du XXe siècle, hein, milieu du XXe siècle. Donc voilà, donc toutes ces choses, effectivement, toutes ces sources d'interrogation font que on se demande effectivement au niveau de... Quand on creuse un petit peu, enfin moi personnellement j'étais content dans une époque un peu dominée par l'athéisme et l'absence de spiritualité, ou alors des spiritualités bidons qu'on nous vend, enfin bon, désolé pour ceux qui sont dedans, mais bon, je vais rien nommer, mais creusez votre voie, quoi. Allez chercher à gauche, à droite, ne cherchez pas un gourou. Essayez de vous faire des petits morceaux qui donnent sens, et puis cherchez un peu partout, quoi. Cherchez un petit peu partout. Bon, comme d'habitude, je me suis laissé entraîner dans une grosse digression. Je ne sais pas si vous n'allez pas voir grand chose, parce que ouais, c'est très couvert aujourd'hui. Alors j'essaye quand même de vous montrer. Alors je vais passer en... Voilà, j'essaye quand même de vous montrer un peu tout ça autour. Je ne sais pas si vous entendez... Je sais pas si vous entendez le torrent en bas, une petite rivière qui passe. On est sur un petit éperon rocheux là, je vais vous montrer, mais on est à 500 mètres à vol d'oiseau de chez moi. En fait, j'ai mis quelques années en fait à le trouver. C'est assez étonnant, parfois on a des choses juste à côté de chez soi, et ben on les voit pas, quoi. Il y a peut-être matière à en faire quelque chose. Donc voilà. Donc oui, cette chaîne Balera a différents aspects. Alors vous avez compris que ça va pas juste être forcément des petites recettes de santé du genre qu'est-ce que je mange le matin, etc. Alors il y aura ça aussi, c'est sûr, parce que c'est intéressant, c'est important. Mais je me permettrai des digressions qui n'en sont pas en fait sur des aspects, la spiritualité, santé psychique, spiritualité, qui sont à mon avis, qui sont pas sécables du reste du tronc. La santé c'est un tout, hein, et si vous voulez atteindre le nirvana décrit par l'OMS, c'est-à-dire un bien-être total et absolu, je pense peut-être dans l'au-delà, mais si vous voulez vous en approcher un petit peu, il va vous falloir explorer vraiment différentes branches, pas juste rester au sucre c'est pas bon, quoi, même si c'est vrai. Alors, mon background, ma légitimité. Alors je sais pas de quelle vidéo de présentation d'accueil j'avais retenu, mais vous aurez un bêtisier d'ailleurs. C'est dur de rentrer dans le game à 60 balais dans le game YouTube. Donc j'ai mis 2 heures, peut-être j'ai fait 30 prises, 40 prises pour avoir une minute de vidéo d'accueil. Donc j'ai calculé que matériellement j'aurais pas le temps de faire une vidéo par semaine si je ne m'améliorais pas un petit peu. Alors après je vous montrerai aussi mon matériel. Vous allez pleurer, alors pas pleurer d'envie, vous allez pleurer de rire ou de pitié, quoi. J'ai montré ça à mon fils, il m'a dit mais papa, tu peux pas faire des vidéos avec ça. Donc je vous en parlerai un petit peu plus, je ferai un petit hors-sujet du mercredi. Alors le dimanche, souvent, enfin le plus souvent, j'essaierai d'être très régulier, de vous poster une vidéo plus axée santé le dimanche. Et puis parfois on s'égarera dans des hors-sujets
le mercredi par exemple, pour avoir une petite régularité par rapport à l'algorithme de YouTube. On essaiera de poster assez régulièrement et de façon assez repérable dans la semaine le type de vidéo. Vous repérerez à la vignette aussi. Et voilà. Mon background, donc l'âge effectivement, bon bah après on peut être âgé et n'avoir rien appris, donc ça c'est vraiment un point annexe. Le fait que je suis en très bonne santé, j'ai pas de pathologie chronique, j'ai rien, j'ai pas de traitement médicamenteux. Je fais du sport mais sans m'abîmer, j'ai adopté la course naturelle depuis 4 ans, alors j'ai toujours beaucoup couru, mais avec une course qui m'a fait dire à mes 45 ans que j'arrêtais parce que j'avais peur de m'abîmer les articulations. Et puis récemment, je me suis rendu compte que la randonnée en montagne, ça ne suffisait pas. Et j'allais cliquer sur les magnifiques chaussures high-tech qui vous garantissent la santé de vos articulations jusqu'à la fin de vos jours. Et j'ai eu un petit doute, j'ai traîné sur internet et j'ai découvert la course minimaliste ou course naturelle. Puis c'est celle que je pratique depuis maintenant 4 ans. J'ai désappris la course classique, j'ai réappris cette course-là, qui est une course qui est censée préserver les articulations, qui est douce et souple, mais que l'on doit démarrer très progressivement. Donc je vous en parlerai beaucoup plus dans d'autres vidéos, parce que ça c'est vraiment un des points fondamentaux. Alors j'ai regardé, j'ai un livre qui s'appelle La clinique du coureur, il y a des choses assez étonnantes dedans, je crois que c'est québécois, un institut québécois, et ils disent par exemple, alors je ne veux pas reprendre ça à mon compte, hein, je ne vous encourage pas à des conduites dangereuses, mais ils disent par exemple, il vaut mieux être fumeur et coureur plutôt qu'être sédentaire et non fumeur, au niveau de la santé. Donc c'est dire l'importance de la course et puis de la respiration cellulaire en général. Donc jusqu'à présent en forme, jusqu'à présent aucune pathologie. Alors, si un jour j'ai une pathologie grave, ça sera la double peine pour moi, hein, c'est-à-dire que non seulement je serai malade, mais en plus je coule la chaîne, quoi. Voilà, il y a un enjeu comme ça, il y a un gros enjeu, restons en bonne santé. Je vous annonce aussi que les 2 prochaines semaines, alors ça tombe comme ça, c'est pas pour faire du buzz sur la chaîne ou pour la lancer. Ma femme avait une petite santé au niveau du foie depuis quelque temps, au niveau digestif. Ici on est dans une zone endémique maladie de Lyme, et en fait elle s'est fait piquer par le mauvais tique. Il y a dû avoir une antibiothérapie croisée, et parce que sinon les effets possibles à long terme de la maladie de Lyme, si on la laisse prospérer, sont assez catastrophiques. Donc on s'est quand même décidé à avoir recours à la science moderne. Elle a fait une antibiothérapie croisée sur 2 mois. Mais bon, ça vous met complètement en l'air la flore microbienne. Donc elle pense qu'un jeûne lui ferait du bien. Et donc comme en général on jeûne ensemble, parce que c'est toujours assez difficile pour celui qui ne jeûne pas de regarder l'autre manger. Donc nous démarrons théoriquement un jeûne. Alors moi mardi et elle plutôt vendredi. Donc voilà, parce que je vais prendre un petit peu d'avance, et puis comme d'habitude je vais me fixer une limite, parce que bizarrement au bout du 4e jeûne, ce qui est compliqué, c'est pas d'entrer en jeûne, c'est d'en sortir, parce qu'on se sent bien au bout de quelques jours, voire un jour et demi avec ma méthode, parce qu'il s'agira d'un jeûne sec, en tout cas au moins pour le démarrage. Alors le jeûne sec sans eau, hein, ça stresse davantage l'organisme, mais ça vous permet d'arriver beaucoup plus vite en jeûne cétonique, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une période de 3 ou 4 jours où vous allez quand même déguster un petit peu du manque physique de la faim. Avec le jeûne sec, vous entrez plus rapidement en 24-36 heures, vous entrez en jeûne cétonique, c'est-à-dire que métabolisme des corps cétoniques, vous avez utilisé vos graisses à la place du sucre qui aura disparu de votre organisme sous forme circulante, et dans votre foie, vous allez utiliser les graisses. Donc ça se produit beaucoup plus vite, et par expérience, je vous en parlerai un peu plus, mais par expérience, c'est beaucoup moins désagréable de démarrer par une absence d'eau, en tout cas dans les 2 premiers jours du jeûne. Donc voilà, ça c'est prévu pour les 2 prochaines semaines. J'espère d'ici là que j'aurai reçu du matériel un peu plus adapté, parce que là j'ai une caméra qui n'est pas grand angle, c'est assez compliqué, j'ai pas de stabilisation d'image, le micro est pourri, enfin bon bref.
J'utilise un vieil ordinateur qui a 12 ans avec un vieux logiciel dessus pour retoucher, effectivement, faire du montage. Donc c'est assez wild. Donc ben, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien vous porter d'ici la prochaine fois. Et puis j'espère ne pas avoir été trop long. De toute façon, c'est la première vidéo. Je vais m'améliorer, j'aurai du meilleur matériel, je vais prendre la confiance aussi. N'hésitez pas, pour les rares égarés sur ma chaîne, à mettre ce que vous en pensez en commentaire, voire pourquoi pas folie totale. Abonnez-vous, et puis j'ai un petit PDF, une petite brochure sans prétention que vous pouvez recevoir juste par demande mail au mail @gmail.com. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien. Ciao.